Journée mondiale du diabète. Au Mali, environ 45 000 personnes en souffrent. Il s'agira pour les décideurs de mieux faire connaître la maladie, sa prise en charge, mais aussi les moyens pour sa prévention, parmi lesquels on peut citer le sport. En effet, la pratique du sport est à la fois une prévention et un traitement de la maladie. La sécurité régionale en Afrique de l'Ouest était au centre d'une rencontre entre les partis politiques à Bamako. La Fondation Friedrich Ebert, organisatrice du dialogue, souhaite ainsi renforcer les capacités des partis politiques dans la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara crée la surprise avec la dissolution du gouvernement, raison évoquée le dysfonctionnement de la coalition au pouvoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le Conseil des ministres réunis en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambeli. Bonsoir. Bonsoir, Ndeir. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce jour qui a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. C'est bien cela. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur proposition du ministre de l'économie et des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif aux lois de finances en République du Mali, dans le but d'instaurer dans ses pays membres les règles permettant une gestion rigoureuse des finances publiques. L'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, a adopté en 2009 le Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'Union et 5 nouvelles directives relatives au cadre harmonisé des finances publiques. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a également invité les États membres à transposer les 5 directives dans leur législation nationale. Le projet de loi relatif aux lois de finances vise à transposer les dispositions de la directive numéro 6/2009 du 26 juin 2009 portant loi de finances au sein de l'UEMOA dans l'ordre juridique national, les 4 autres directives devant être incorporées par voie réglementaire. Il fixe des règles relatives au contenu, à la présentation, à l'élaboration, à l'adoption, à l'exécution et au contrôle des lois de finances. Il détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques. Il énonce les principes relatifs à l'exécution des budgets publics, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques. Il introduit des innovations qui permettent de passer d'une logique de gestion budgétaire basée sur la moyenne vers une logique axée sur les résultats. Les nouvelles mesures instaurent plus de transparence dans la présentation des informations budgétaires et permettent le renforcement du contrôle externe par le pouvoir juridictionnel. L'application des directives est prévue pour le 1er janvier 2014 au plus tard. Toutefois, les États membres ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour procéder à l'application intégrale de certaines de leurs dispositions. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de reconversion à maîtrise totale de l'eau du casier de Tchenkounou, 1271 hectares dans le cadre du projet d'appui au développement rural de Tchenkounou et Tamani PADR-TKT, l'eau numéro 1, travaux de recalibrage du canal principal d'Uro, construction d'ouvrages neufs, réhabilitation d'ouvrages existants. La reconversion à maîtrise totale de l'eau du casier de Tchenkounou d'une superficie de 1271 hectares étant des volets du projet d'appui au développement rural de Tchenkounou et Tamani initié par le gouvernement en vue de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones concernées. Le présent marché a pour objet l'exécution de divers travaux portant sur le recalibrage du canal principal de Dioro d'une longueur de 21 km, la construction d'ouvrages neufs et la réhabilitation d'ouvrages existants dont l'ouvrage principal et de l'ouvrage de prise de Soké 1. Le marché est attribué après appel d'offres à la société malienne de dragage de travaux publics
SMDTP SARL pour un montant de 2 milliards 11 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 10 mois hors saison des pluies. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement, la BID. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la primature. Secrétaire général du Conseil économique, social et culturel, M. Chekna Bari, administrateur civil. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, gouverneur de la région de Kaye, le colonel Salif Traoré, gouverneur de la région de Sikasso, M. Mahamadou Diaby, administrateur civil. Gouverneur de la région de Ségou, M. Tierno Boubacar Sissé, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Gouverneur de la région de Mopti, M. Ibrahima Amma Traoré, administrateur civil. Gouverneur du district de Bamako, M. Georges Togo, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chef de cabinet, M. Gabriel Dabo, professeur principal de l'enseignement secondaire, conseil technique, M. Mohamed Salia Maïga, professeur d'enseignement supérieur, chargé de mission, M. Ibrahim Ndiaye, professeur. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, conseil technique, M. Insa Koulibaly, professeur principal au titre du ministère de la Culture, chargé de mission, Mme Amahani Touré, communicatrice, M. Mamedi Dramé, juriste. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, conseil technique, M. Diokolo Adama Koulibaly, professeur d'enseignement supérieur, M. Moussa Ibrahim Touré, magistrat. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui, Deïs Sissoko. Merci Ibrahima. Bonne suite. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au courrier départ de la présidence, le président Dioncounda Traoré a adressé un message de compassion au président de la République du Guatemala suite au séisme qui s'est produit dans le département de San Marox de son pays, ayant affecté directement 207 055 personnes, causé la mort de plusieurs autres et d'importants dégâts. En cette douloureuse circonstance, le président Traoré a prié pour le repos de l'âme des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Nous poursuivons tout de suite avec les audiences accordées aujourd'hui par le Premier ministre. Cheikh Modibo Diarra a reçu Christian Dios, représentant Afrique du Fonds monétaire international et sa délégation. L'objectif de cette audience était d'étudier les voies et moyens pour aider et soutenir le Mali durant cette période difficile de notre histoire. Auparavant, le Premier ministre avait reçu Pierre Buyoya, représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Reportage de Mahamadou Doumbia. Le chef de division adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international, Christian Dios, et sa délégation ont été reçus en audience par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Pour la circonstance, ils étaient accompagnés par le ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchenan Koulibaly. Je suis venu avec une équipe pour voir avec le ministre des Finances comment nous pouvions ensemble concevoir un programme qui permette d'aider le gouvernement dans les circonstances actuelles à maintenir la stabilité macroéconomique dans les conditions très difficiles que le pays connaît actuellement. Alors, et après la crise, est-ce que vous entrevoyez déjà quelques actions? Oui, donc nous avons convenu ensemble que le gouvernement allait en fait demander au FMI un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide du FMI. Et ça, c'est une facilité qui existe et qui permet à des pays qui connaissent une crise, comme le Mali actuellement, d'avoir un déboursement en appui à ces politiques budgétaires qui conduisent à maintenir la stabilité macroéconomique. Alors le gouvernement, en appui de cette politique, nous a expliqué le projet de loi de finances rectificative 2012 qui a été déposé à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2012, et ensemble, nous avons convenu sur cette base de construire un programme de politique budgétaire prudente pour les 12 prochains mois. Nous voulions voir comment il y avait moyen d'assister le pays dans les conditions difficiles qu'il connaît actuellement. Et avec cet instrument, c'est une possibilité. Ça va permettre au gouvernement d'obtenir un décaissement de 9 milliards de francs CFA en principe au début du mois de février. Et je dirais, appuyé à cela, le gouvernement va s'engager sur des cibles qui sont adossées à une politique budgétaire prudente au cours de l'année 2013.
Auparavant, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra avait reçu en audience Pierre Boyoya, le haut représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Pierre Boyoya a informé le Premier ministre de l'adoption par l'Union africaine du concept stratégique et du concept d'opération pour l'intervention militaire dans le nord du Mali. Cette visite du haut représentant de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui le mènera à Ouagadougou et à Alger dans les prochains jours. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain jeudi 15 novembre 2012 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées à Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, à Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants et à Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative chargée des relations avec les institutions. Des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Ouverture ce matin à l'école de maintien de la paix d'une conférence régionale, dialogue des partis politiques sur l'architecture de la sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. C'est le thème organisé par Friedrich Ebert Stiftung. Cette conférence devra renforcer les capacités des partis politiques dans la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Consciente du caractère sous-régional et l'enjeu de la maîtrise du problème de sécurité par l'ensemble des acteurs politiques, la Fondation Friedrich Ebert a initié cette conférence régionale. C'est là à l'intention des partis politiques progressistes africains sur le thème « Dialogue des partis politiques sur l'architecture de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest ». Il est nécessaire d'avoir une architecture de sécurité régionale forte. La FES a initié depuis quelques années un processus sur la gouvernance démocratique de la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette conférence est de discuter le défi et le rôle des partis politiques et des députés dans le domaine de la sécurité. La conférence permettra également d'analyser l'architecture de sécurité régionale et de mieux appréhender les mécanismes de prévention en Afrique de l'Ouest. Ce qui permettra de mutualiser les moyens qui prennent en compte toutes les facettes des conflits pour la paix et la sécurité, gage d'un développement durable. Tirer les leçons de cette crise est une nécessité pour le Mali et pour la sous-région. Et je suis sûr que cela permettra de mettre l'accent sur la nécessaire réforme du secteur de la sécurité qui constitue la clé de voûte de la démocratie. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, démocratie et forces de défense et de sécurité ne sont pas antinomiques. Des forces de défense bien formées, bien équipées, bien entraînées constituent au contraire les garants de la démocratie. Ainsi, à travers cette conférence régionale, Friedrich Ebert contribue à l'approfondissement de la réflexion sur les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe les opérateurs économiques que la cérémonie de passation de service entre le président du bureau sortant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le président du collège transitoire entrant aura lieu demain jeudi 15 novembre à 8h à la CECIM. L'ambassadeur de la République populaire de Chine est venu ce matin ici à l'ORTM pour rencontrer le premier responsable de l'office. Une visite qui consolide davantage la bonne coopération qui existe entre le Mali et la Chine. Le diplomate a visité les locaux de la deuxième chaîne de télévision du Mali, TM2, et la salle de production de la télévision nationale, suivie par Agali Agissa. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali place cette visite à l'Office des radiodiffusions-télévision du Mali dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Chine. Cette coopération dynamique, vieille de plusieurs années, touche tous les domaines. Nous voulons que la coopération bilatérale entre la Chine et le Mali couvre tous les domaines, y compris le domaine de la communication. Et à l'avenir, j'espère que l'ORTM peut
se munir à une loco plus belle, plus grande. Hein. C'est notre souhait aussi. Conscients des conditions difficiles de travail à leur terme, les partenaires chinois entendent contribuer à leur amélioration. On a vu le loco de l'ORTM, c'est très petit. Nous, comme partenaires, hein, nous avons le souci d'aider l'ORTM pour rétablir votre travail parfaitement. Je crois que la coopération va continuer. Le diplomate chinois a remis à son hôte, le directeur général de l'ORTM, Babadaga Maïssa, un cadeau symbolique. L'ambassadeur a ensuite visité les locaux qui abritent la deuxième chaîne de télévision du Mali, TMT, et la salle de production de la télévision nationale. Et puis nous revenons sur cette bonne nouvelle. Le Fonds monétaire international fera dès début 2013 un décaissement de 9 milliards de francs CFA pour soutenir notre pays. L'annonce a été faite cet après-midi par une mission du FMI lors d'une conférence de presse. En 2013, le produit intérieur brut réel du Mali devrait progresser d'environ 4 à 5%, nous informe Amadou Sankaré. 9 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que le Fonds monétaire international va décaisser pour le Mali. Un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide. Un appui qui sera une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie du pays. Mais avant, la question sera examinée par le conseil d'administration du FMI prévu pour le 1er février 2013. Le gouvernement a pris des engagements en matière de politique budgétaire et de réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques. Le gouvernement a demandé l'assistance du FMI pour l'aider à mettre au point des politiques qui parviennent à circonscrire les difficultés que l'État connaît au niveau des finances publiques et pour veiller, en menant une politique budgétaire prudente, que ces difficultés ne se propagent pas aux opérateurs et aux banques. Donc l'objet principal de nos discussions, ça a été de revoir le projet de loi de finances rectificative 2012 que le gouvernement a introduit au Parlement au début du mois d'octobre, le projet de loi de finances 2012, en vue d'analyser si ces projets permettaient de rencontrer les objectifs de stabilité budgétaire au titre duquel le gouvernement était en droit d'attendre un soutien financier du fonds. Et la conclusion est favorable. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que tant le projet de loi de finances rectificative 2012 que le projet de loi de finances 2013 sont une bonne base pour maintenir la stabilité macroéconomique. Outre le montant de 9 milliards de francs CFA annoncé par l'institution financière, plusieurs partenaires sont attendus en 2013. La Banque mondiale nous a dit à nous, si vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, nous allons vous donner une aide budgétaire de 30 milliards de francs CFA en 2013. La Banque africaine de développement nous a dit, elle ne l'a pas écrit, si vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, nous allons vous donner une aide budgétaire d'au moins 15 milliards de francs CFA en 2013. Et puis ainsi de suite. Donc tous les partenaires attendent cette réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire. La Banque mondiale avait déjà commencé à financer les projets que nous avons besoin d'aide budgétaire immédiate de la Banque mondiale. Ils m'ont dit, oui, nous sommes prêts à étudier, mais il faut que vous soyez en programme avec le Fonds monétaire. Alors donc, nous avions le choix entre vouloir continuer avec le programme triennal et peut-être chercher notre voie d'ici à juin ou juillet 2013 pour trouver et concevoir une nouvelle matrice des mesures, parce que le programme c'est essentiellement une matrice de mesures, à la suite de quoi le conseil d'administration du fonds va être consulté, ou bien adopter la procédure de décaissement accéléré. Au cours de cette mission de 2 semaines au Mali, la délégation du FMI a rencontré les autorités politiques, la société civile et plusieurs autres partenaires. Pour la mission, le Mali est aujourd'hui stable. Le Mali célèbre aujourd'hui 14 novembre la journée mondiale du diabète. Les activités commémoratives de l'événement ont été lancées cet après-midi ici à Bamako. C'est pour mieux faire connaître la maladie, son ampleur, sa prise en charge, mais aussi les moyens pour sa prévention. L'OMS estime à plus de 300 millions le nombre de diabétiques dans le monde. Au Mali, on en dénombre environ 45 000. Ramata Konati.
Avec son visage à la fois masculin et féminin, le diabète touche aussi bien les enfants, les jeunes que les vieilles personnes. À en croire l'OMS, il y a dans le monde plus de 300 millions de diabétiques et si rien n'est fait, on aura le double de ce chiffre en 2030. Le Mali ne reste pas en marche de cette problématique, où la prévalence était de 0,92% en 1985 et varierait aujourd'hui entre 3 et 9,5% de la population selon les études récentes. En 2006, le nombre d'enfants diabétiques dépistés et pris en charge par le programme Life for Child était de 10. Aujourd'hui, ce programme compte 145 enfants inscrits et pris en charge. Au Mali, le taux de prévalence du diabète est de plus de 3% de la population, soit environ 45 000 malades. Le diabète représente déjà au Mali la première cause d'amputation non traumatique et une des premières causes de cécité. En plus de ces conséquences, le diabète, selon les spécialistes, peut entraîner chez le malade la crise cardiaque et l'insuffisance rénale grave. La journée mondiale du diabète a aussi permis d'exhorter les populations à se faire dépister et à adopter des comportements pour un meilleur état de santé. Parmi les mesures recommandées, une alimentation équilibrée et la pratique régulière de l'exercice physique. Bon à savoir, la journée mondiale du diabète est célébrée le jour anniversaire de la naissance de Frédéric Grant-Batting, un médecin canadien connu pour son rôle crucial dans la découverte de l'insuline en 1922. Une découverte qui a été et qui reste une source d'espoir pour tous ceux qui souffrent du diabète. Nous restons dans la célébration de la journée mondiale du diabète. Pour informer le plus largement possible le public sur cette maladie, le Centre national de lutte contre le diabète a initié des tests gratuits à l'intention des agents de l'ORTM. La séance qui a démarré à 7h à l'infirmerie de l'ORTM a connu une grande affluence. Nando Dambélé, qui s'est fait dépister ce matin, nous propose son reportage. À l'issue de cette séance, plusieurs informations utiles sur le diabète ont été données. Informations que les agents de l'ORTM comptent relayer. Cette opportunité que nous avons faite est très bienvenue et nous espérons que ça va continuer et que ça va toucher tout le monde, aussi bien les responsables que les agents subalternes. Nous sommes censés vulgariser d'abord la journée et demander aux gens d'aller se faire diffuser. Donc si on commence par les communicateurs, les journalistes sont les mieux indiqués à vulgariser cette affaire. Pour le chef d'équipe, Dr Kadiatou Konake, la séance à l'ORTM a tout son sens. Le dépistage du diabète aussi a besoin d'une médiatisation parce que le diabète est une affection qui prend de l'ampleur maintenant. Et les gens sont nombreux, ceux qui ne se savent pas diabétiques. Maintenant, nous avons ciblé l'ORTM pour faire ce dépistage, pour avoir le maximum de gens à faire dépister. Selon toujours Dr Konake, le taux normal de glycémie se situe entre 0,70 g et 1,10 g par litre de sang. La périodicité du dépistage est d'une fois l'an dans les conditions normales et de 3 fois s'il y a menace. Le dépistage se fait toujours à jeun. Voilà, pour savoir si l'on est diabétique ou pas, il faut faire le test de dépistage. Le diabète est une maladie due à une augmentation du taux de sucre permanent dans le sang. À cet effet, il nécessite la pratique du sport comme alternative appropriée. S'agissant de la journée mondiale de lutte contre le diabète, quel peut être le rôle du sport pour l'éradication de cette maladie? Élément de réponse avec Aljumatina dans ce reportage. L'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, de façon générale, est un domaine qui harmonise la vie de tout être humain. Au-delà de son caractère économique et financier, comme par exemple le football, il s'avère aussi important et nécessaire pour la bonne consolidation de notre santé, à travers la gymnastique, l'athlétisme, entre autres, à tel point que sa pratique est recommandée au préalable pour l'éradication de certaines pathologies, comme le diabète. Le sport est vraiment très capital de la prise en charge du diabète. Je redis encore le sport en première position, le régime alimentaire et après, n'est-ce pas, les médicaments viendront, n'est-ce pas, en troisième position. Là, que vous ayez une machine à la maison et que vous fassiez l'autocontrôle, ça ne doit pas remplacer non seulement les médecins et ça ne doit pas en aucun cas dire qu'il faut arrêter la pratique sportive. De par le monde,
L'exercice du sport fait partie intégrante dans l'équilibre physique et vital par rapport à la santé humaine. Le sport vraiment est incontournable dans le maintien, n'est-ce pas, de la forme chez tout être humain. Alors, en ce qui concerne les diabétiques en particulier, vous savez, le sport chez certains diabétiques, on n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de donner comprimés. Le sport à lui seul, ajouté au régime, peut faire, n'est-ce pas, l'équilibre glycémique chez certains patients. Donc c'est pour vous dire à quel point le sport est vraiment important et incontournable dans la prise en charge du diabète. Et comme le monsieur l'a dit, le sport c'est magique. La plupart de nous, les Maliens, après un certain nombre d'années, on se laisse aller, on ne fait pas le sport et puis ça peut amener beaucoup de maladies qu'on peut soigner par le simple fait de faire le sport. Le moins ce qu'on puisse dire, c'est que la pratique du sport se révèle comme remède incontournable dans la lutte contre le diabète. Et on peut ajouter que le sport, en général, c'est bon pour la santé. Sur un tout autre sujet, le 6e congrès du syndicat autonome de la magistrature SAM, qui vient de prendre fin cet après-midi, a mis en place un nouveau bureau de 27 membres. Dirigé par Issa Traoré, président du tribunal de la commune 1, l'instance se fixe comme objectif la réunification des deux syndicats, le SAM et le SILMA, syndicat libre de la magistrature. Ce vœu a été fortement exprimé par les congressistes. Compte rendu de Adama Djimde. Ils sont 27, les membres du nouveau bureau du syndicat autonome de la magistrature SAM. L'instance qui a à sa tête Issa Traoré, président du tribunal de première instance de la commune 1, se fixe un double objectif. Nous avons décidé de placer notre mandat sous les signes du renouveau. Nous allons nous atteler à la réunification des deux syndicats. Cela a été un vœu exprimé il y a très longtemps. Le second point auquel nous tenons beaucoup, c'est l'amélioration des conditions salariales des magistrats. Je plaide, c'est vrai, pour une magistrature indépendante. Je plaide pour une magistrature responsable. Mais je plaide pour l'unité syndicale. Vous gagnerez. Nous gagnerons dans l'unité, j'allais dire dans l'unicité. Face à la situation qui vit notre pays, le secrétaire général du ministre de la Justice a invité les syndicalistes à observer une pause par rapport à certaines revendications. Je réitère ici un appel fort du gouvernement de la République du Mali. C'est pourquoi je vous demande de mettre en berne pendant cette période de crise toute revendication dont la satisfaction pourrait avoir des incidences financières sur le budget de l'État. Le président sortant, Fodje Touré, a remercié ses confrères pour l'accomplissement de la mission qui lui a été assignée. Les représentants des différents partenaires du SAM, à savoir l'UNTM, le syndicat des greffiers, le syndicat libre de la magistrature et le syndicat des administrateurs civils, ont tous évoqué la nécessité de l'union des deux syndicats de la magistrature. Le Mali a participé au 2e salon des mines du Sénégal 2012, une occasion pour notre ministre des Mines de rencontrer les investisseurs et de les rassurer sur la destination Mali. La cérémonie a été présidée par le président du Sénégal, Macky Sall. Commentaire Agibou Koulibaly. Pour cette édition du Salon international des mines du Sénégal SIM 2012, ont pris part plus de 700 délégués venus de 130 pays et 80 exposants. Le Salon des mines constitue un moment fort d'échange, de contact et d'exposition, mais aussi de promotion du secteur. Ce 2e Salon des mines du Sénégal a enregistré, à en croire les organisateurs, un niveau de représentation de qualité. Le ministre des Mines a mis à profit sa présence pour rencontrer les opérateurs miniers en exploitation, en phase de recherche et aussi ceux qui sont intéressés par les richesses de notre sous-sol. À Dakar, nous avons pu donner l'assurance à l'ensemble des investisseurs que nous avons rencontrés pour leur dire que la destination Mali, malgré la crise, est une destination sûre pour faire des affaires. C'est ce message fort que nous avons transmis à Dakar. Le ministre a aussi reçu en audience les investisseurs qui souhaitent obtenir des permis de recherche dans notre pays. La présence du Mali a été très remarquée à ce 2e salon des mines du Sénégal à travers la DNGM, l'OREP, mais aussi les sociétés minières opérant au Mali. On a ravi la vedette quand même. En tant que pays invité, notre stand a été beaucoup visité
Moi-même, j'ai été beaucoup sollicité. Peut-être actualité oblige, mais il ne faut pas oublier quand même que le Mali est le 3e pays producteur d'or en Afrique. Donc, ce qui a fait que nous avons été beaucoup sollicités. Évidemment, nous allons tirer les enseignements que nous avons observés à ce niveau, au point de vue organisation, pour tirer les enseignements positifs dans le cadre de l'organisation que nous-mêmes nous aurons à faire en 2013. Dans tous les cas, ce salon 2e du genre au Sénégal a été bénéfique pour le département des mines. Toujours au Sénégal, dans le cadre des enquêtes menées par le nouveau pouvoir sur l'enrichissement illicite, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale a convoqué cette semaine Karim Wade pour une 3e audition. Une audition qui suscite la polémique et crée un véritable bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Les membres de la coalition au pouvoir au Sénégal encouragent la poursuite des auditions lancées par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ces auditions visent des dignitaires de l'ancien régime soupçonnés de détournement de deniers publics. Cette prise de position des alliés du président Macky Sall intervient à quelques heures de l'audition de Karim Wade, le fils de l'ancien chef de l'État sénégalais. Ce qui se passe, c'est juste une interpellation par rapport à la gestion des libéraux durant 12 ans. Et d'ailleurs, la majeure partie des audits ont été commandités par eux. Aujourd'hui, on les convoque, ils doivent aller répondre. Au lieu de répondre, ils vont par voie de presse menacer de déstabiliser telle ou telle chose. Nous réaffirmons que nous ferons face. Selon les dignitaires du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, tous les anciens collaborateurs d'Abdoulaye Wade doivent répondre de leur gestion. Il faut donc réagir de la manière la plus forte et la plus totale. Si on parle aujourd'hui d'enrichissement illicite ou de délinquance financière, Macky Sall et son gouvernement sont au premier rang. Ce n'est même pas de la délinquance financière, c'est du grand banditisme financier. Après la convocation de son fils, l'ancien président Abdoulaye Wade avait annoncé son retour au Sénégal, mais d'après plusieurs sources, le président ivoirien Alassane Ouattara l'en aurait dissuadé. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a dissous ce mercredi le gouvernement formé en mars, une dissolution qui serait due à un dysfonctionnement de la coalition au pouvoir et qui a créé la surprise. En ce moment, des consultations sont en cours pour en former un autre. C'est un sujet que nous verrons dans les brèves qui s'intéresse aussi à l'actualité en République démocratique du Congo et en Algérie. En Côte d'Ivoire, la dissolution surprise du gouvernement ce mercredi. Selon le secrétaire général de la présidence, cette dissolution fait suite aux dissensions apparues à l'occasion du vote d'une loi sur la famille. Des dissensions entre le parti du président Alassane Ouattara et son allié le PDCI, parti dont était issu le Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. Des consultations sont en cours pour la formation du nouveau gouvernement. Il ne faut pas quitter le procès, même si c'est une parodie de justice. C'est la position défendue par la famille de Floribert Chebeya, le militant congolais des droits de l'homme, assassiné il y a 2 ans. La semaine dernière, son ONG, La Voix des Sans-Voix, avait claqué la porte. Elle dénonçait l'absence sur le banc des accusés du général Numbi, l'ancien chef de la police, suspecté d'être le commanditaire. C'est la justice militaire qui s'était opposée à sa comparution, mais pour les proches de Chebeya, il faut rester malgré tout. On ne dépose pas les armes avant de faire la guerre. Donc nous continuons, nous voulons savoir la vérité. Nous voulons avoir la lumière par la voie de la justice. Une position partagée par le RENADOC, un réseau d'ONG de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le procès en appel des 8 accusés et 8 policiers doit reprendre à la fin du mois. Des pluies diluviennes en Algérie, elles se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi sur le nord-ouest. Elles ont provoqué des débordements de rivières, des inondations dans plusieurs villes et fait une victime à Alger. Or,
nord du continent, la France est le premier pays occidental à reconnaître la coalition syrienne récemment structurée comme l'unique incarnation de la légitimité d'État dans ce pays. La déclaration a été faite par le président français François Hollande lors d'une conférence de presse. Au cours de sa première conférence de presse à l'Élysée en 6 mois de présidence, François Hollande est intervenu vigoureusement sur le dossier syrien, faisant de la France le premier pays occidental à reconnaître l'existence d'une relève au pouvoir en place à Damas. J'annonce ici que la France reconnaît la coalition nationale syrienne comme la seule représentante du peuple syrien et donc comme le futur gouvernement provisoire de la Syrie démocratique, permettant d'en terminer avec le régime de Bachar el-Assad. Une démarche qui ouvre désormais la voie à un soutien logistique différent de celui accordé jusque-là à l'opposition. Sur la question des livraisons d'armes, la France n'y était pas favorable avec la coalition. Dès lors que ce serait un gouvernement légitime de la Syrie, cette question sera nécessairement reposée, pas simplement à la France, à tous les pays qui reconnaîtront ce gouvernement. Des propos qui ne peuvent que réjouir les combattants de l'armée syrienne libre qui réclament depuis des mois un armement plus efficace. La décision française a en tout cas provoqué la colère du régime dont les forces continuent à semer terreur et dévastation dans le pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères a jugé immorale la position de la France et qualifié la réunion de l'opposition à Doha de véritable déclaration de guerre. Retour sur le continent, nous parlons sport donc qui nous concerne. Le SFAS a remporté le mini-tournoi militaire de Ouagadougou. En finale, les militaires maliens ont battu leurs homologues de la Guinée par 1-0. Ils ont également gagné le trophée du fair play et du meilleur joueur revenu à Aboubakar Diabaté. Cette compétition, organisée par l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, a recoupé outre l'USFAS du Mali, les équipes militaires du Burkina Faso, du Nigeria, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Et nous allons tout de suite en 4e région, plus de 13 milliards de francs CFA. C'est le budget prévisionnel de l'exercice 2013 du Conseil régional de Ségou. Ce budget est en ce moment soumis à l'approbation des membres élus des différentes collectivités de la région. De Ségou, la correspondance de Fousséinit Samaki. Au cours de cette session du Conseil régional de Ségou, les participants ont examiné l'état d'exécution du programme 2012, le programme annuel 2013 et le projet de budget de l'exercice 2013 qui s'élève à 13 141 405 852 francs CFA. Toutes choses qui permettront d'assurer le progrès économique, social et culturel de la région de Ségou. C'est-à-dire le programme qui va traduire toutes les activités d'intervention du Conseil régional dans la vie sociale, économique et culturelle de la région, qui sera traduit d'un budget chiffré qui va traduire aussi l'acte concret qu'on est en train de faire, parce que le développement n'est pas fait au hasard. Donc il faut une programmation annuelle, et cette programmation annuelle est faite avec l'ensemble de la population qui sera soumise à tous les conseils régionaux qui vont se prononcer pour valider. L'ambition des différentes autorités de la région est de booster l'économie de la région. Elles se disent prêtes à accompagner le Conseil régional pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La session d'aujourd'hui est une exigence légale qui permet à la région de planifier son intervention pendant l'année à venir et se doter des voies et moyens pour lesquels y parvenir. Compte tenu de l'importance de ces outils dans la vie de la région, je vous exhorte à plus d'assiduité pour une meilleure appropriation et une meilleure intervention. L'une des missions du Conseil régional de Ségou est de faire de la région la puissance agricole de la sous-région basée sur la biodiversité, ses atouts économiques, culturels et touristiques pour en faire la capitale économique du Mali. Toujours en nouvelle sportive, sachez que Amadou Diakité a été retenu par la Fédération malienne de football comme candidat de la zone ouest A au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le comité exécutif de la FEMAFOOT, qui estime qu'il présente de réelles chances d'élection pour le Mali à ce poste, a décidé de soutenir cette candidature de Amadou Diakité. L'élection au comité exécutif de la CAF est prévue au mois de mars 2013.
En cinquième région, l'association malienne pour la protection et la promotion de la famille assiste les populations déplacées des régions du Nord à Sévaré en matière de santé reproductive. Elle vient de procéder au lancement d'un projet dénommé Dispositif minimum d'urgence. Reportage de Jules Sambou-Sissoko. Ce projet dit dispositif minimum d'urgence en matière de santé reproductive est une contribution significative de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, AMPPF, sur financement de la Fédération internationale pour la planification dans la prise en charge des populations déplacées à Sévaré. À travers le projet dispositif minimum d'urgence, notre association mènera des activités d'information, de mobilisation, de sensibilisation en faveur des déplacés, notamment sur la violence sexuelle, la prévention des IST et du VIH-Sida, la distribution gratuite des médicaments contraceptifs et des moustiquaires imprégnés. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité que la nation ne cesse de manifester à l'endroit de nos compatriotes déplacés des régions du nord du Mali. Ce projet, je n'en doute pas, contribuera à améliorer la santé des bénéficiaires et les confortera moralement. Je saisis cette opportunité pour remercier la MPPF pour tous les efforts qu'elle ne cesse de déployer en faveur des populations maliennes. Cette cérémonie de lancement a été mise à profit pour distribuer des kits d'hygiène, des médicaments et des moustiquaires aux déplacés du camp de Sévaré, qui a bénéficié également d'un lot de médicaments à travers son infirmerie. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur l'ORTM. Tout à l'heure, Modibo Soirée et toute son équipe vous donnent rendez-vous dans Tribune culturelle, votre nouvelle émission 100% culture, avec des rubriques riches et variées comme le cinéma, le théâtre, la littérature et bien d'autres choses encore. Tribune culturelle, c'est à suivre tout à l'heure à partir de 21h. Demain, pour les informations, retrouvez Sira Batili à 10h et à 13h. Quant à Amara Malé Diallo, elle vous donne rendez-vous pour son tout premier 20h demain. Bon suite de programme à tous en restant de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord qui vivent sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonsoir.